Pour bien comprendre en conscience les preuves que la physique dépend de la métaphysique, que l'univers relatif dépend de l'univers absolu, les cathares moi-je ont dépassé leur point de vue relatif. Pour rendre accessible la possibilité d'une résolution radicale, l'intelligence universelle utilise la logique commune de la géométrie et des mathématiques, discipline rationnelle sans ambiguïté. Cette démonstration utilisera donc π et φ, nombres universellement connus de toutes les consciences analytiques ordonnées. Quel que soit le lieu où vous viviez, sur la planète et dans tout l'univers, la valeur calculée de la circonférence d'un cercle est π. C'est une constante universelle comprise par chaque conscience dotée d'une intelligence mathématique capable de quantifier et d'ordonner. Ce nombre universel fait donc partie du langage de la conscience intelligente à utiliser pour communiquer le raisonnement conduisant à l'origine de la volonté ordonnée. Comme π, φ est un nombre universel. La subtilité était bien de trouver et exprimer la logique géométrique commune à ces deux nombres qui de plus représentent une compréhension de fonctions matérielles et d'interaction entre les consciences polarisées. Chacun peut calculer ce rapport unitaire avec la superposition de la quadrature du cercle. Son utilisation et sa projection révèlent l'intelligence fondamentale des lois de structuration formelle et fonctionnelle. Cette compréhension prouve, à la conscience prête à l'admettre, que l'univers est bien une construction intelligente voulue, en contradiction au nihilisme hasardeux, ne pouvant sans conscience ni volonté ordonner une cohérence. La pyramide dite de Khéops représente, par ses proportions et au-delà par ses dimensions métriques, la synthèse exprimée de cette idée d'une représentation de l'intelligence originelle universelle. Elle contient aussi la philosophie des polarités, en projetant la quadrature du cercle suggérée en 3 dimensions, et bien d'autres logiques des constantes physiques universelles. Cette pyramide, réunissant l'expression du concept total, nous pouvons bien la qualifier de symbole absolu universel. Plus révélateur que les mots, chacun peut calculer, vérifier et développer son raisonnement en analysant la démonstration géométrique et mathématique exposée. Pourquoi la quadrature du cercle dans la grande pyramide? Parce que la hauteur de la pyramide correspond perpendiculairement au rayon du cercle dont la circonférence est égale au périmètre du carré de la base de la pyramide. Le rayon est égal à la hauteur. Avec de l'attention et de la réflexion, nous pouvons enfin trouver l'Apocalypse. « 0,5 R est l'unité de référence. Le mystère de la résolution polarisée, ce qui est occulté ou exposé, les liens entre le visible et l'invisible. Le jeu des rapports de triangulation de cette pyramide en 3 dimensions décline en géométrie π et φ avec leurs carrés et leurs racines carrées. C'est le plan mathématique géométrique de l'organisation matérielle. Les liens entre visible et invisible, ce qui est occulté ou exposé. Nous explorerons plus loin avec le jeu des mots en carré magique comment expliquer les forces interactives
dans le plan du carré Sator. Sator, à repos, Ténet, Opéra, Rotas. Vous noterez au passage une réflexion sur la forme et la fonction avec pi, phi et l'axe h qui vous permettront de noter que dans l'interaction pi moins h égale phi, h est égal à 1,5236. Et comme nous sommes attachés très souvent à l'explication et à se servir de support symbolique, le 10 revêt toujours une certaine importance puisque notre système mathématique et décimal, nous avons 10 doigts, etc. Vous êtes habitués à cette espèce de gymnastique logique intellectuelle, de choses qui ne servent pas qu'à visiter le côté occulte, on dira, de l'ésotérisme que certains dénoncent ou que certains détournent, mais plutôt pour essayer de l'employer à des fins, comme je le disais donc au début, logiques. C'est quand même mieux. C'est mieux. On est dans le rationnel, on essaie de s'inscrire dans quelque chose de démontrable, même s'il s'agit, et la tâche est difficile, de parler justement de ce qui est caché, puisque l'occulte, par définition, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Ouais. Ça, c'est quand même problématique. Dans ce cas-là, tu pourrais me dire, mets tes lunettes. Mais c'est ce qu'on essaie de faire, hein, c'est de construire cette paire de lunettes qui nous permet de comprendre mieux ce qui est caché. D'ailleurs, on aura une petite parabole sympathique à vous soumettre. Ça me fait penser à l'histoire du pied à coulisses. C'est-à-dire que sur un pied à coulisses, vous allez prendre avec un écartement la mesure de l'objet que vous encadrez, se reporte sur la réglette cette dimension, plus un petit truc bizarre, c'est la superposition de la réglette avec un référentiel différent qui va faire en sorte que un alignement se fait sur deux intervalles et vous donne alors soit le 10e de millimètre, soit même le 50e de millimètre. C'est comme ça que ça marche. Comprenant que les Égyptiens avaient aussi ce fonctionnement donc mathématique et géométrique, ce scientifique était donc assez émerveillé de dire que c'était comme ça qu'eux fonctionnaient. Donc ça veut dire qu'ils étaient loin d'être bêtes. Mais ce qu'il faut dépasser comme raisonnement à présent, c'est l'histoire juste mathématique et géométrique. C'est de se dire que dans cette symbolique-là, on doit comprendre aussi la chose merveilleuse, c'est la philosophie de cette mécanique qui consiste à ne pas dire, mais à suggérer de trouver soi-même quelque chose. Et ce qui était signifié à travers ce génie de ce pied à coulisses, c'est que ce que tu n'arrives pas à voir avec tes yeux, il va bien falloir que tu fasses appel à une intelligence qui t'est proprement intérieure et imaginative et créative pour pouvoir la révéler ici même à ta compréhension physique. Est-ce qu'on comprend ce concept ou pas? Parce que là, je sais pas si je me suis bien expliqué. Non, pas trop. Non. Tu le décris pas bien. Voilà. Alors, recommence. Alors, pour faire plus synthétique, peut-être plus compréhensible. Le principe du pied à coulisses, en tous les cas, son utilité, c'est de par le génie de sa mécanique, donc de son principe de subdivision, c'est de vous révéler à la lecture intelligible une unité que vous ne pouvez pas constater avec vos capacités physiques. C'est-à-dire vos yeux ne voient pas le 10e de millimètre. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Donc comme vos yeux ne voient pas le 10e de millimètre, vous allez vous surpasser dans vos limites physiques pour que votre intelligence vous donne la solution pour voir ce 10e de millimètre. C'est une parabole parfaite à ce qu'est votre conscience de moi-je, d'être humain relatif, pour penser à ce qu'est soi-je. C'est le même principe. C'est pas par la vision de votre illimité, et donc c'est pas par la conscience de votre ego psychiatriquement malade que vous allez arriver à la transcendance. Donc, il faut bien une échelle de superposition et de correspondance qui fait apparaître intelligiblement ce monde que vous ne voyez pas. Là, par exemple, le 10e de millimètre est trop petit, donc pour vous, il n'existe pas à votre perception. Mais dans les faits réels, si on zoome très fort, il existe. On est bien d'accord.
ce pied à coulisses, il formalise bien le génie qu'il faut avoir du passage du relatif à l'absolu, puisque pour l'instant, on n'en a que l'intuition, mais on n'en a pas les preuves. Et c'est ça l'Apocalypse, et c'est ce qu'on va essayer de développer sur cette chaîne, de trouver à chaque fois ce biais qui prouvera que l'absolu existe, et qu'on en a des preuves, donc des traces rationnelles dans le relatif. On a mis le modèle soi-jeu, donc on sait bien pourquoi le moi-jeu a une limite. Sinon, il ne se serait pas mis dans cette conscience fragmentée de moi-jeu. Il y a une causalité, on la connaît, elle est philosophique, on l'a déjà dit. Mais pour vérifier ici, là, maintenant, pour trouver la foi qui est un soi-jeu, on est bien obligé de le rationaliser dans le monde du moi-jeu. On est d'accord ? Il faut trouver des éléments dans la matrice et dans la matière pour que ce soit pas une croyance, pour permettre d'expliquer la mécanique. Et pour faire le parallèle entre cette petite parabole du pied à coulisses et ce qu'il y a à comprendre dans la révélation des pyramides, l'apocalypse des pyramides, c'est le même principe de fonctionnement des deux cerveaux qui doivent se réunir pour comprendre des choses différentes, mais là dans les pyramides, c'est encore plus énorme à saisir, et c'est encore plus déterminant et nécessaire pour le passage, on va dire, dans l'absolu. Le titre de cette nouvelle vidéo, le symbole absolu universel. Comme diraient certains commentateurs sous certaines vidéos, quand on est plein d'émotions et d'entrain, je crois que tout est dit. Hein, c'est ça, hein. Le symbole absolu universel, là, tout est dit. Et rien. Bon, par contre, il reste tout à dire, effectivement. Voilà. Puisque nous sommes là, vous l'avez bien compris, à travers cette chaîne, pour essayer tout du moins de rationaliser une façon de penser, une méthode d'analyse pour comprendre et appréhender la matrice et le monde en général, le relatif et l'absolu, avec une certaine méthodologie, une certaine, on va dire même habitude de réflexion. C'est ce que nous avons essayé donc de conduire tout au long des vidéos depuis le début de cette chaîne. Autant vous dire que si vous arrivez sur cette vidéo et que vous ne connaissez pas du tout cette méthodologie que nous avons essayé d'imprimer à travers les réflexes de pensée, à travers les réflexes de raisonnement, vous aurez beaucoup de mal peut-être à tenir compte de cette espèce de révélation, d'apocalypse, de début d'apocalypse que nous allons amener dans cette vidéo. Mais pour ceux qui sont rompus à ce genre de réflexion, donc de raisonnement, je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes. On l'espère. Voilà, parce qu'il va falloir, et c'est là tout l'art de savoir manier le cerveau droit et le cerveau gauche, on peut dire, de savoir fusionner la pensée philosophique et la pensée rationnelle scientifique. Une fois de plus, nous allons nous servir de cette équation qui fait que l'homme est entier, et la femme d'ailleurs, puisque dans la tâche un petit peu difficile qui nous est proposée dans la matrice, dans le jeu du relatif, c'est bien de tout réunir, le masculin et le féminin, de réunir tout ce qu'on peut appréhender à travers les émotions du chaud et du froid, de la compréhension de la physique et de la métaphysique, et vous l'aurez compris, bien évidemment, à travers le cerveau droit et le cerveau gauche, ce qui est du domaine de l'intuitif, du philosophique, d'une certaine rationalité des lois universelles, et ce qu'on pourrait appeler le côté mathématique, donc le pendant de la philosophie, avec le raisonnement probant et rationaliste. Alors la fiche que nous vous proposons de cette vidéo résume un petit peu cet état d'esprit. Nous vous avons amené à avoir pas mal de réflexions pour que vous preniez l'habitude, petit à petit, de non plus raisonner en tant que moi-je, mais plutôt du côté du soi-je. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons campé un modèle pour vous aider à comprendre où vous vous situez, où votre conscience se situe à travers ces univers intriqués informatifs, mais qui représentent bel et bien de la matière. Dans le domaine du namasté, on entend souvent « la matière n'existe pas ». Hein, c'est vrai. Il n'y a plus rien qui existe. Plus rien n'existe. La matière, le temps, il n'y a plus rien. Oui. Même le gaz, bientôt n'existera plus. Parce que, je suis un gaz. Non, la matière, elle existe. C'est bien pour ça que le jeu est là. C'est qu'à un moment, quels que soient même les subterfuges ou la science physique qu'on utilise pour réaliser ce que certains appelleraient une simulation, qui n'est pas vraiment une, puisque dans un jeu, dès que vous mettez en application, que ce soit des archétypes pour créer des émotions, des situations dans une certaine réalité physique, eh ben, il
faut bien de la matière, et elle est là. Là, je tape, là, ça existe. Hein. C'est la matière. L'expérience est matérielle. L'expérience est matérielle. Et du côté absolu, il y a du matériel aussi. Imaginez bien que si vous n'êtes que de la lumière ou du gaz, vous allez sacrément vous limiter aussi dans vos émotions et vos expériences. Donc, pour rompre avec ces méthodes qui utilisent la fascination et qui vous subjuguent dans un raisonnement qui vous entraîne sur quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas et qui fait que vous donniez de l'importance et du pouvoir même à une personne qui a de l'ascendant sur vous, sur ce genre de concept absolument abstrait, là, on n'est pas du tout dans ça. Nous, on vous affirme bien que ce que vous vivez ici dans la matrice, et qui prend bel et bien la forme physique de quelque chose qui se touche, qui se palpe, qui a une interaction physique et émotionnelle avec vous, et sensationnelle, de l'autre côté, dites-vous bien que c'est la même chose, mais en beaucoup plus supérieur, puisque le but, c'est toujours d'avoir des émotions. Mais là, elles ne sont que respectables, alors qu'ici, ça a été fait justement pour quelque chose qui est tout... Duel. Voilà, dualité, et on essaie donc de vous remettre dans cette logique de compréhension, toujours, et c'est là la difficulté quand on est ici un moi-je relatif, de toujours raisonner avec l'omniscience et l'omnipotence du soi-je, qui lui a vraiment notre angle de compréhension et de vue, et là on est obligé de raisonner dans ce monde physique relatif, avec une certaine morale, on peut le dire, une certaine éthique et une certaine loi universelle qui appartiennent au monde absolu, le monde originel, le monde de la conscience primordiale. Là est la difficulté pour un moi-je. Donc on fait l'effort une fois de plus de gagner cet état d'esprit. Et là, à travers la fichette de cette vidéo, nous vous avions parlé en début d'année sur cette nouvelle série Enfin l'Apocalypse, de ce que nous allions aborder comme thématique. Et bien c'est exactement ce que nous allons faire sur cette première vidéo de cette série, c'est donner une preuve. Alors pour certains ce sera une preuve, mais pour d'autres ça ne sera pas une. Oui, voilà. Parce qu'à un moment, il faut soit le comprendre, soit le saisir, soit on ne comprend pas. Il faut pouvoir le percevoir en tant que point de vue, en fait. Et c'est là que la difficulté va s'installer. Et quelque part, c'est plutôt sain et logique dans le jeu de la matrice, c'est que il n'existe pas un concept du grand secret qui pourrait être donné à la totalité des consciences des moi-je et qui d'un coup fasse une révélation sans faire d'effort. Oui. Il n'y a pas une formule magique. Il n'y a pas une formule qui serait à la portée de tous les moi-je. Il faut qu'ils aient fait un certain cheminement. C'est pour ça que je disais, on est sur est-ce que je suis en capacité de percevoir ce point de vue-là et de l'analyser avec discernement. Ce qui donne l'occasion de préciser ce que pourrait être ce que certains appellent ce grand secret, le fameux passage entre la compréhension du relatif et de l'absolu. On va tout d'abord dire ce qu'il n'est pas. Ce grand secret, c'est pas une solution magique, il n'y a pas une formule magique, il n'y a pas une incantation, par exemple, à faire, qui changerait votre état de conscience. C'est pas une doctrine forcée qu'on pourrait retrouver dans certains courants intellectuels spiritualistes, avec des règles bien déterminées, des rites, qui font appel à chaque fois des archétypes. Et là, on l'a bien précisé tout au long des vidéos de cette chaîne, justement, nous, notre tâche était bien de comprendre les archétypes pour s'en extraire, pour ne plus être victime et les comprendre pour quelque chose qui fait évoluer et qui fait aussi comprendre les règles du jeu, ni plus ni moins. Ce concept du grand secret, c'est pas non plus, attention, une utopie relative, parce que souvent c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans les publications sur les grands secrets. C'est des utopies, mais chaque fois qui sont déviantes, elles sont dévariées, donc elles appartiennent à chaque fois à l'idéologie relative. Mais c'est certainement pas ce qu'on peut appeler une utopie de l'absolu. Donc c'est une pseudo-utopie relative. La révélation, donc l'Apocalypse, c'est pas non plus un irrationnel inexplicable. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ces gourous qui ont un ascendant avec de la fascination, etc. Et des croyances. Qui installent des croyances, exactement. Si ce n'est pas tout ça, on peut, à l'inverse, donc refaire une définition en disant que c'est bien rationnel et explicable, que c'est une vraie utopie absolue et pas relative, et que ce grand secret, en fait, il doit être évolutif de conscience parce que vous avez fait, comme tu disais, ce chemin, et que ce n'est certainement pas une doctrine forcée. Donc on donne à un moment une information de quelque chose que vous devez vous-même évaluer comme quelque chose de pertinent ou pas, parce que vous le jetez à la poubelle si vous le voulez. Voilà. C'est quelque chose qui se trouve. C'est un certain chemin à cet instant-là, et après, on analyse. On se l'approprie quelque part. Ça devient ce qu'on peut appeler la foi
dans l'absolu après. Oui, qu'on sait que ça existe et qu'on fait un choix personnel ici pour demain. C'est vous-même qui obligez votre propre conscience de moi-je de rejoindre celle du soi-je. Tout à fait. En gros, c'est ça. L'architecture, la je structure. pense qu'elle est contente. C'est une fusion qui doit se faire. Obligée dans le sens où elle se voit pas aller ailleurs. Disons que si dans le jeu, soit-je a bien travaillé quelque part et sur assez et moi je aussi. Et moi je aussi, du coup tout se passe en harmonie correctement. Donc pour apporter cette preuve, pour ceux qui ont fait déjà ce chemin, que nous sommes dans une matrice et que c'est un jeu qui a été créé par l'absolu et que nous sommes dans un univers relatif comme nous l'avons déjà décrit dans les vidéos notamment du modèle, nous allons apporter le début des preuves, parce que on va pas rentrer dans les détails, mais il existe un certain calendrier de divulgation, de révélation, donc d'apocalypse, et les choses doivent se passer, c'est une logique, on n'est pas là parce qu'on tient des clés que certains n'ont pas, non, beaucoup de gens ont des clés, mais à un moment, certains sont en mesure de les donner, et d'autres se réservent peut-être pour les divulguer, parce que justement, quand vous avez cette intrication avec votre soi-jeu, vous comprenez quand est-ce que vous pouvez faire évoluer le jeu du relatif, grâce ici à cet avatar qui est notre moi-jeu. Donc pour l'instant, comme je vous le disais, donc on ne va pas entrer dans les détails de cette espèce de calendrier de l'apocalypse, des révélations, surtout que celui qui est mené par le cauchemar du relatif, lui, il est avancé depuis très longtemps. Tout à fait. À la fin du jeu, le degré de contrainte augmente, que ce soit au niveau social, psychiatrique, économique, cataclysmique, etc. Bon, et là c'est le cas, et vous avez vu qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'on colle comme nom dessus? Vous avez vu dernièrement, il y a eu des vagues de submersion, hein, ça c'est... Ils adorent ça. Et des tempêtes, hein, ce qui est pas drôle du tout. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Quand on va même faire l'interview d'une personne sur place qui a vécu ces moments délicats, c'est c'était apocalyptique. Ma bonne dame, c'était apocalyptique. Voilà, une fois de plus, on est arrivé à bien ancrer dans la conscience des moi-je de cette planète que l'apocalypse, donc la révélation, c'est un truc bien dégueulasse, c'est un truc qui est très fort, on ne pourra pas lutter contre et qui va sûrement causer notre perte. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. C'est dur hein, d'avoir à contrecarrer cet effet quand même de la définition de la révélation. C'est bien là qu'on voit que si une personne ne met pas en avant son potentiel de moi-je, il est dans ce genre de choses. Ah ouais. Et c'est là où on voit aussi qu'il y a un partage des personnes. Ceux pour qui un mot va dire une chose et ceux pour qui il va dire autre chose. On comprend là que tout ne peut pas être dit à tout le monde à un instant T. C'est complètement cohérent. C'est pour ça qu'il y a vraiment une espèce de chronologie de l'avancée de la conscience. Et un partage du monde quelque part. Et qui reste même logiquement parallèle avec ce degré de contrainte qui avance. Hein. Bon, il y a même des concepts déviants qui vous font croire que l'apocalypse, j'ai vu pas plus tard que le week-end dernier, une série qui passait encore une fois, d'ailleurs tu vas me dire, parce qu'on a déjà parlé puisque c'est constant, sur la Deuxième Guerre mondiale, présentée avec toutes ces horreurs comme... L'Apocalypse, c'était une fois de plus le titre de cette série qu'on vous rabâche en permanence. Donc vous voyez bien que cet égrégore, il est installé, c'est clair et net. Et faire comprendre que l'Apocalypse, si dans votre conscience, ça peut être quelque chose de très positif, alors là, il y a du chemin à faire. Hein. Ceci dit, tout égrégore peut grossir ou maigrir jusqu'à disparaître. Donc voilà, et nous avons quelques années pour essayer d'inverser la tendance pour savoir si ça se passera à la fin du jeu plus ou moins. Sachant qu'il n'y a rien de grave, même si ça se passe mal, vous avez bien compris, ici nous sommes dans le relatif. C'est l'expérience que la masse veut mener. C'est très démocratique au final cette affaire, hein. Faut pas s'en faire. Si nous avançons vers des temps où le mot apocalypse sera ressenti comme cataclysmique, c'est-à-dire si ça devient l'apocataclysme, c'est parce que la majorité l'aura choisi. Et puis on passera sur un âge différent avec des bases qui seront jetées sur des consciences qui ont préféré continuer le jeu d'une certaine façon. Il n'y a pas et revenir pour régler ce qui a réglé, voilà. Choses. Parce qu'il y en a des choses à régler à chaque fois, évidemment. Ah oui, ça fait partie du jeu des émotions de cette affaire-là. On voit même ceux qui se préparent à être les maîtres de demain, y compris sur le plan spirituel. Voilà. Tout se met en place d'une façon très cohérente pour ce monde relatif-là. D'ailleurs, à propos de ce que nous allons avancer comme, pour nous, des preuves en tant que soi-je, pour comprendre ce que moi-je ici est dans une composition, une création, une sous-création du monde absolu, on fera quand même un petit avertissement auprès
comme tu dis, de cette espèce de communauté qu'on peut largement définir, on pourrait une fois de plus leur dire attention, parce que beaucoup d'entre eux n'ont toujours pas compris ce qu'ils font et ce qu'ils sont avec ce voile émotionnel égotique. Qu'est-ce qu'ils font de toutes ces informations qui pêchent de l'absolu et qui déforment et qui transforment pour pouvoir évidemment garder le pouvoir d'esclavagiste, parce qu'ils n'ont pas encore compris. Alors, en avançant de la démonstration, on le précisera avec plus de finesse. Donc la grande question que nous devons nous poser, que vous devez vous poser, pour bien comprendre ce que nous allons exposer, et ça je vous demanderai même de le méditer en dehors de cette vidéo, puisque là on va avancer sur des preuves, donc vous ne les aurez peut-être pas réfléchies, mais vous, dans votre compréhension de conscience, ce qui serait important, ce sera de pouvoir essayer de vérifier si le raisonnement est bien correct, ou s'il existe une autre solution que celle que nous allons exposer là. Rappelez-vous une seule chose à méditer, la seule question que vous devez vous poser, et là c'est toujours l'effort le plus délicat à faire évidemment, ne vous posez pas la question en tant que moi-je joueur dans le jeu du relatif, mais en tant que soi-je, la conscience de votre propre identité, de votre caractéristique qui se trouve dans l'univers absolu et qui est lui omniscient, omnipotent. Donc placez-vous à ce niveau-là et vous devez travailler, vous poser cette question. Si vous deviez formaliser un symbole de l'absolu universel, donc de l'univers absolu, ce qui s'y passe, comment le concevriez-vous? Et vous comprenez bien qu'une fois que vous avez posé cette question, que je répète une fois de plus pour que ce soit bien logique à explorer et à raisonner, si vous, en tant que soi-je, puisque vous allez créer un jeu dans le relatif, il vous faut laisser une espèce d'amulette, on va en parler un petit peu après, il vous faut laisser les clés de la résolution du jeu, sinon le jeu n'a pas de saveur, n'a pas de but, n'a pas de causalité, s'il ne peut pas être résolu, on est bien d'accord. Ah oui, tous les jeux, ont une solution. On prend un jeu vidéo, il y a un objectif, l'objectif correspond à ce qu'il y a à résoudre. Voilà. C'est ce qu'il faut résoudre pour gagner le jeu. Et c'est pour ça qu'on en revient à ce qu'on disait juste avant sur la définition de ce que n'est pas ce grand secret. C'est que s'il y avait un grand secret que d'un coup tout le monde le comprenait sans avoir eu à le travailler, le jeu se finit plutôt mal, puisque ça veut dire qu'on perd la saveur de la compréhension ultime. Là non, on est dans quelque chose de très fin, de fabuleux. Dans l'absolu, on est toujours sur ce qu'il y a de meilleur. Et là, dans le jeu, c'est exactement ce qu'on vous propose de découvrir. C'est-à-dire que même si vous en comprenez les tenants et les aboutissants, c'est à vous de l'intégrer à chacun. On ne donne jamais une clé, et la clé, elle va ouvrir la serrure sans difficulté. Chaque clé doit être adaptée à chaque serrure. Oui. Et c'est ce qu'on comprend avec cette symbolique du jeu. On a la chance d'être à une époque où il y a du virtuel à notre disposition. C'est qu'un grand secret ne va pas vous dire comment gagner le jeu. Il va vous dire quel est le but à atteindre, qu'est-ce qu'il faut décrocher pour être le gagnant du jeu, mais il va jamais vous dire comment vous allez arriver à décrocher, sinon le jeu serait facile. Ce que font certains, d'ailleurs, rappelle-toi, quand on jouait plus jeune à des jeux, il y en a qui achetaient des codes pour craquer le jeu et pour avoir des pouvoirs supplémentaires, etc. Du coup, ils passaient à côté de l'épreuve qui est enrichissante et intéressante, c'est-à-dire de résoudre. Oui, puis passer des caps, c'est-à-dire se dépasser pour, à un moment donné... arriver au stade d'après. Hein. C'est-à-dire développer cet effort qui fait qu'on grandit quelque part. Dans la suite logique de ces preuves, mais cette fois-ci intelligente, et là c'est plus de la constatation visuelle, mais c'est de la compréhension sur l'autre cerveau, cerveau scientifique et rationnel. Là par contre on vient plomber un truc, ça ne peut pas être du hasard. Et là on va parler de la même chose, le même principe que nous venons d'évoquer du chaud, du froid, du mal, de la femelle, du soleil et de la lune, c'est la pyramide de Gizeh, la grande pyramide. Et là, certains vont se dire, oh bon, je vois pas le rapport. Et vous allez vous apercevoir que c'est la même chose, mais cette fois-ci, vue de l'autre côté, c'est-à-dire sur le cerveau qui s'occupe de la partie logique et concrète. Et là, on en revient, s'il vous plaît, rappelez-vous la première question que nous avons posé au départ, c'est un peu le postulat de réflexion que vous mènerez, j'imagine, aussi après cette vidéo. Si vous, en tant que soi-je, vous deviez formaliser le symbole de l'absolu, comment vous le concevriez? Et là, vous allez voir, il n'y a pas 50 solutions, on en arrive à une seule proportion, c'est celle de la grande pyramide. Alors on va s'expliquer, puisqu'il ne s'agit pas de donner une assertion, là cette fois-ci on va rentrer dans les détails. Et c'est quand même un lien avec ce qu'on a dit, parce que ce qu'on vient de voir sur la Lune et le Soleil, c'est s'être posé la question de savoir si c'était un hasard d'avoir atterri là où on est, que peut-être il y avait suffisamment d'extraordinaire pour que le lieu où on a atterri ne soit pas un hasard.
Ça veut dire du coup que j'ai peut-être quelque chose à y faire. Et si vous êtes sur Terre, c'est bien que, à travers la position des astres et les artefacts les plus gigantesques qu'on a laissés pour être indestructibles, hein, bon, ils le sont, mais il reste encore. Oui, mais enfin. Il reste l'essentiel. Si on savait les dater, on serait quand même assez stupéfait de leur caractère durable, on va dire. Absolument. On n'en fait plus du durable comme ça. Non, déjà on n'en a pas trop les moyens physiques. Et vu leur âge, on devrait se poser la question des moyens physiques qui ont permis leur construction. Et c'est là qu'on en revient à ce qu'on disait au départ aussi, et que là on va un petit peu plus préciser, c'est l'histoire de l'amulette. Dans un jeu, quand on vous laisse des indices, là on l'a vu avec les astres, certains, vous allez voir, vous connecterez peut-être un petit peu plus tard, certains vont se dire, qui pourrait décider de la taille et de la distance des astres? À un moment, il n'y a que Dieu. C'est un bon géomètre. Ah ouais, c'est un bon géomètre, le mec c'est un bon architecte. Si vous comprenez, parce que vous pratiquez cette chaîne, les modèles que nous avons laissés, le modèle soi-jeu, le retour vers le soi-jeu, cette réflexion qu'on doit avoir du point de vue de l'absolu, ça prend tout son sens, il n'y a aucun problème avec ça justement. Alors cette amulette, on fait un peu appel au film Inception, parce que c'est la même chose qui se déroule dans ce film. On rappelle vite fait, hein. Les protagonistes de ce film se retrouvent à œuvrer dans le monde du rêve, dans le monde onirique, et comme ils savent que quand ils sont plongés dans le monde onirique, ils n'ont pas le même état de conscience, c'est une conscience fragmentée du monde dans lequel ils sont réellement éveillés, ils ont, pour rappel, de mémoire, c'est une espèce d'interrupteur de conscience. Ils ont ce qu'on appelle une amulette. En l'occurrence, dans le film, c'est une toupie. Mais vous savez, une pyramide, par exemple, si vous la faites tourner sur elle-même, ça devient une toupie absolument de visuel ronde. Hein. Tout ce qui est carré devient rond. Dans l'invisible, il faut comprendre par rapport aux notions de vitesse, aux notions de dynamisme, quelque chose qui est carré, si vous le faites tourner, de visu, ça devient rond. Hein, voilà. Bon, ben là, il y a une toupie dans le film, mais là, on va arrêter cette toupie. Et chez nous, sur Terre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des pyramides. Hein. Ces pyramides, d'ailleurs, elles sont fascinantes. Quelle que soit la culture de votre naissance, on vous présente que ce soit les pyramides de Gizeh ou d'ailleurs. C'est fascinant. Mais c'est mieux qu'un gourou quand même là. Parce que ça veut dire quelque chose. Et là on va rentrer dans les détails. Parce que cette amulette, à un moment, elle n'est pas là pour rien. Vous avez bien compris que dans le jeu, à part si vous êtes un néoconscientiste physicien, c'est-à-dire le gars qui se dit tout ça c'est un vieux machin qui sert à rien, c'est tout à fait normal à expliquer, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon ben là évidemment vous aurez beaucoup de mal à imaginer que ça a été fait à des fins de compréhension du jeu et que ça raconte l'essentiel justement, et ça raconte la totalité. C'est pas que ça raconte un peu, ça raconte le tout. Et on va rentrer dans les détails. Donc cette amulette, elle est là. Alors soit elle vous sert à vous réveiller, comme dans le film. Quand vous la voyez, vous dites, oh là là, ça c'est ancré au fond de moi comme un truc quand même très important, c'est une clé à comprendre. Si vous en êtes là, c'est que vous voulez y réfléchir. Donc rentrez, s'il vous plaît, dans le raisonnement, et c'est là que c'est difficile, c'est clair et net. Tout à l'heure, on était dans l'intuitif des deux planètes et tout, c'est la philosophie, c'est joli. Mais là, on rentre dans quelque chose qui est plus délicat, c'est de l'analyse rationnelle, ce qui devrait plaire à nos amis zététiciens, justement, et physiciens, c'est d'analyser qu'est-ce qui a voulu être exprimé dans cette architecture. Or, j'en reviens à la question que je repose du départ. Qu'est-ce que vous feriez, comment vous symboliseriez, comment vous formaliseriez symboliquement un artefact qui vient résumer les règles du jeu et qui vient faire comprendre la résolution du jeu? Et bien là, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est de jouer une fois de plus avec la superposition, la résolution du plus et du moins, donc du féminin et du masculin, puisque vous le savez, c'est le but originel. Et là, nous allons essayer de le retranscrire dans quelque chose d'architectural. On aurait eu du mal, par exemple, à le mettre en forme sous de la philosophie, je dirais, esthétique. Parce qu'on aurait pu faire, par exemple, des statues géantes d'une femme et d'un homme qui sont en train de fusionner un contre l'autre. Bon, déjà, sur l'aspect de la morale pudique, ça aurait pu choquer. Bon, après on aurait pu s'arranger, en habiller un peu le tout. C'est quand même problématique parce que c'est pas universel. Il faut bien se dire que certains archétypes esthétiques de certaines personnes caractérisées, il y en a qui aiment plutôt être fins, d'autres plutôt élancés. Donc vous pouvez pas faire un personnage universel. Culturellement aussi, selon qu'on est en Asie, en Afrique, en Europe, on n'a pas les mêmes attributs. On n'a pas les mêmes, les mêmes stéréotypes. Ça aurait été compliqué de se dire qu'on allait trouver un format de représentation auquel
toute personne sur le globe puisse s'identifier. Si, il y avait bien le principe Télétubbies, comme on a fait. Mais c'est vrai que après ça fait... Je suis pas sûr que qui que ce soit à tes petits... On pourrait trouver ça génial, c'est plutôt moche et plutôt rigolo. Mais c'est justement, au moins personne s'identifie, alors avec beaucoup d'imagination, ce qui est très très bien. Mais comme quoi, c'était pas non plus une solution de faire un artefact en pierre indestructible qui ressemble à 2 Télétubbies. Donc, fatalement, en plus, on va quand même être un peu plus fin, parce que n'oubliez pas, on essaie de raisonner non pas dans le relatif, mais au niveau de l'absolu. C'était trop évident aussi. Ça n'aurait pas nécessité qu'on se creuse beaucoup. Oui, en si plus. On avait montré 2 amants qui sont contre l'autre. Et ceci est le grand secret. Formidable. Ouais. Ça fait avancer personne, intellectuellement parlant et spirituellement parlant non plus, surtout pas. Donc la quête de compréhension, elle est bien dans cet artefact. Un nombre d'expériences incalculables sur le sujet. Certains l'ont utilisé en idolâtrie d'ailleurs. Oui, bien sûr. Un groupe bien connu avec un œil au-dessus de la pyramide se sert de ce symbole avec des proportions douteuses pour pouvoir lui aussi l'utiliser. Et comme c'est le jeu de la matrice aussi, d'être un élément d'émotion et de perturbation dans le jeu, puisque c'est le but du jeu. Fatalement, il fallait bien que ces symboliques soient aussi récupérées pour que, par exemple, au lieu qu'elle soigne, elle fasse peur ou qu'elle rende malade. En fait, vous voyez le principe. C'est à vous d'interpréter qu'est-ce que vous préférez. Donc, dans le mot apocalypse, c'est pareil. Soit vous y mettez quelque chose d'horrible, soit quelque chose de révélateur et de libérateur. Donc on revient à notre plan du pourquoi, du comment, que cette pyramide représente le masculin et le féminin, représente donc le soleil et la lune. C'est une logique très intelligente et rationnelle qui fait intervenir 2 choses qui sont universelles. Et ça, il faut commencer à bien intégrer pourquoi les 2 nombres que nous allons citer sont fondamentaux dans cette intelligence qui, elle, se vérifie partout, que vous soyez sur Aldébaran, Sirius, Mars, la Terre ou sur la Lune. Un être doué d'intelligence et de rationalité géométrique et mathématique qui se trouve bien dans la matière et qui doit à un moment l'évaluer, la mesurer, va prendre connaissance des règles de géométrie qui le conduit à connaître pi et phi. Alors pourquoi ce sont donc, et c'est comme ça qu'on les appelle, ce sont donc des nombres transcendants. Des mathématiciens bien terriens moigeux, pour eux c'est pas transcendant, pi et phi. C'est juste le côté pratique du mécano du coin ou de l'agriculteur du coin qui s'en sert pour évaluer des surfaces ou des périmètres, c'est tout. Et c'est pas transcendant dans ce cas-là. Là où ça devient transcendant, c'est quand vous allez comprendre évidemment l'importance de l'universalité, du point commun universel de ces 2 nombres. Alors, on va pas refaire la vidéo, on a déjà fait une certaine approche de cette compréhension de pi et de phi il y a bien longtemps sur cette chaîne, on va pas la reprendre. Là, on a essayé d'avancer plus vite et un peu plus loin sur cet aspect transcendant. Donc vous, dans votre état de conscience, vous savez déjà que pour calculer, on va remettre un petit plan sous les yeux, comme ça ce sera beaucoup plus clair. Vous savez déjà que pour calculer la surface d'un cercle, extraterrestre ou terrien, on en arrive toujours à la même conclusion. Pour le départ d'un diamètre d'une valeur de 1 et donc d'un rayon de 0,5, vous aurez comme résultat sur la circonférence 3, 14, 16, qui est la valeur donc de pi. Après, on ira un peu plus loin pour déterminer bien que dans le jeu, certains avaient mis des finesses dans l'absolu pour qu'on puisse comprendre aussi le féminin et le masculin, parce que, soit dit en passant, pi, ça se rapporte aussi à un mot qu'on connaît dans le lexique qui désigne quelque chose qui existe. C'est quoi pi? Ce sont les mamelles de la vache. Ça existe. Eh oui. Donc c'est bien féminin, c'est le lait, c'est ce qui fournit. Alors bon, après, on pourrait dériver sur la voie lactée, etc. Mais nous, on s'arrêtera au fait de dire que ça existe. Mais quel hasard! Oui, quel hasard! Que c'est l'élément typiquement féminin et nourricier. Ah, tout à fait. On est bien d'accord. Donc c'est pas masculin. Donc la symbolique de ce qui représente pi, donc le cercle sur Terre, donc le cercle, c'est bien féminin. Après, on va plus loin dans la compréhension des symboliques qu'on avait déjà expliqué sur des vidéos sur la sexualité. Quand on voit dans notre nature s'ériger des grandes pierres qui symbolisent des choses à comprendre comme sur les menhirs ou sur les dolmens, le dolmen, lui, c'est aussi une architecture féminine. On comprend pourquoi. C'est un contenant de quelque chose qui est vide. Donc, il y a un contenu vide. Ben, c'est comme la femme. Après, on fait un petit raccourci. C'est un trou. Un trou. C'est donc une cavité, vide. Oui. Par contre, le menhir, c'est ce qui remplit. C'est pas un contenant. C'est un contenu, mais de matière. Donc, c'est bien l'inverse, une fois de plus. Hein. Il est là,
Puis en tant que la forme dynamique. Voilà, la forme est évidente. Ouais. Suggestive. Ouais, plus suggestive. Ouais. Voilà. Vous comprendrez bien qu'on joue tout le temps avec ces aspects-là. On est toujours sur le même principe de comprendre le féminin et le masculin, et notamment à travers ses attributs évidemment sexuels. On reprend la même logique, là on est en géométrie, on est sur des opposés. On sait très bien que l'opposé de la courbe, c'est la ligne droite. On est chaque fois sur cette dichotomie hyper simple au final à comprendre. Donc la courbe, c'est le féminin. Le longitudinal, le longiligne, donc la dynamique qui va dans la ligne droite, c'est le masculin. La logique universelle veut bien que la femme, le féminin, est représenté par le cercle et l'homme représenté par le carré. Ensuite, qu'est-ce qui va être important de formaliser dans cet artefact qu'on veut construire comme l'amulette du jeu sur Terre pour résoudre le relatif, donc l'amour, c'est de comprendre que les deux ont la même valeur. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre dans cette histoire. Enfin si, physiquement, oui, ça arrive. Il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Même des fois, ça change. Mais justement, parce qu'il n'y a pas de jugement de supériorité, de hiérarchie. Il faut bien superposer notre cercle et notre carré. Le cercle et le carré. Mais là où ça va être important de respecter les lois universelles, ce sera de dire que ces deux choses qui sont opposées, le cercle et le carré, il faut qu'elles aient quoi pour signifier qu'elles soient égales? Le même périmètre. Voilà, le même périmètre, donc ça veut dire qu'elles ont la même importance. Tout à fait. Et là vient à l'idée un concept que vous connaissez toutes et tous, qui est d'ailleurs même en tant que terrien, une phrase très bien connue quand on fait des grandes résolutions, qu'on arrive à résoudre des gros problèmes, c'est de dire on va résoudre la quadrature du cercle. Donc ça veut bien dire que vous devez trouver le moyen de formaliser un cercle et un carré qui est la même circonférence et de les intégrer un dans l'autre. Donc ça c'est de la géométrie. C'est ce qui a été signifié là. Un langage universel. Un langage universel. Voilà. Vous nous suivez jusque-là, le féminin et le masculin sont bien formalisés et présentés comme égaux mais différents, et en plus en fusion, c'est-à-dire un dans l'autre, oui, un sur l'autre. Ouais. Voilà. Et ça c'est la base de notre pyramide. Et là vous allez dire mais pourquoi? Et là on va jouer une fois de plus avec toujours les opposés. Il y en a un qui est visible et l'autre est invisible. La partie dynamique est visible, c'est la partie des lignes droites, et ce qui est invisible c'est la partie féminine, c'est la partie des courbes. Vous allez dire, alors mais comment est formalisé ce cercle? Ce cercle, tout simplement, c'est la hauteur de la pyramide. Là, on va travailler non plus en 2D, mais en 3D. Et pour entrer la notion donc de cet invisible qui doit se reporter à travers la logique rationnelle des mathématiques et à un moment par l'imaginaire aussi, du fait qu'on bascule cette hauteur du point vertical vers le point horizontal. Bon, on ne rentre pas dans les détails, mais philosophiquement, comprenez bien ce que ça veut dire aussi, ça. Vous prenez cette forme signifiée mais invisible, vous la rapportez au niveau horizontal, et là, vous avez la quadrature du cercle. Donc la grande pyramide de Gizeh, faisons le résumé rapide et synthétique, vous avez signifié la résolution de la quadrature du cercle entre une base carrée qui fait le périmètre correspondant au même périmètre du cercle qui s'inscrit sur la formalisation de la hauteur de cette pyramide. Ce qui nous permet de rentrer dans les détails maintenant mathématiques, c'est que la coudée, qui pour les égyptologues est quelque chose d'assez approximatif et qui n'a pas grande importance. On ne sait même pas si ça a servi à quelque chose. Voilà, pas sûr. On va la retrouver avec une intelligence logique de la même acabit de ce que nous venons de développer. Sur ce diaporama, on va essayer de vous le dérouler en compréhension. Pour faire cet artefact qui mélange le féminin et le masculin, et qui aura une stabilité, on va dire, à toute épreuve, mécaniquement d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire, vous allez voir que cette architecture, comme par hasard, universelle, elle révèle aussi des occurrences d'un niveau qui doit vous faire exploser le raisonnement dans le cerveau. Là, normalement, c'est le feu d'artifice. Vous partez non pas de raisonnement mathématique sur le début de la réflexion, mais sur une philosophie, c'est-à-dire vous voulez signifier les règles du jeu du masculin et du féminin. Et au final, vous allez vous apercevoir que cette même philosophie de départ vous entraîne à formaliser aussi les deux fameux nombres dont on a parlé tout à l'heure, qui sont transcendants et qui sont trouvables partout dans l'univers et communs à tous, c'est-à-dire pi et phi. Pi, c'est une évidence. Dès que vous tracez un cercle, et si vous travaillez en base 1, 3,14 sera toujours le résultat de la fameuse équation que vous connaissez bien, qui est très rigolote au passage, dans 2πr, qui est la formule de calcul de la circonférence, 2πr, c'est bizarre, on aurait pu dire 1πd. On est d'accord?
c'est la même chose. Un pi d que 2 pi r. Mais on a choisi 2 pi r. Bon, on n'ira pas plus loin, mais ça, c'est peut-être pour beaucoup plus tard. D'ailleurs, peut-être ce sera même pour jamais, parce que ça, c'est, on dirait peut-être la clé de vérification qu'un gourou est vraiment un gourou ou que c'est un absolu soigeux. Donc il y a des choses, peut-être que c'est même pas la peine de le dire. Mais vous comprenez que l'unité de référence, à un moment, là, dans cette histoire, c'est pas le 1, c'est 0,5. Donc c'est la moitié. Donc on en revient à la philosophie que vous comprenez bien du masculin et du féminin sur les moitiés. On n'ira pas plus loin, mais on vous le laisse creuser. Pourquoi dans la définition de calcul d'une circonférence, on a plutôt mis en avant le 2 pi r plutôt que le pi d, 1 pi d. On aurait pu dire c'est le diamètre multiplié par pi. Donc là, en l'occurrence, si le diamètre fait 1, ben, la circonférence fait 3,14. Mais là non, aujourd'hui c'est plus compliqué. C'est 2 pi r. Bon, c'est pas que le jeu de mots 2 pierres, mais ça veut dire aussi que la référence, c'est pas le diamètre, mais c'est bien le R, le rayon. Le rayon fait 0,5, c'est bien une moitié. Donc je sais que c'est pas toujours plaisant de faire des mathématiques, mais tant pis, il faut. Creusez-vous la cervelle, on est obligé, il faut y aller. Ben, si c'est le langage universel, il faut comprendre que c'est aussi la façon qu'on a de vérifier les choses. Parce que là, on n'est pas dans la croyance quand il s'agit des maths. C'est un modèle pour universel. Pouvoir vérifier les choses. Donc à tous ceux qui cherchent, il y a le choix entre ce qu'on vous bascule comme principe, ça existe, ça existe pas, ça a des pouvoirs magiques, ou le langage universel qui nous a été donné. À un moment donné, même si on n'a pas envie, ben on explore le truc, on regarde, on fait les calculs, ça va pas. On retourne aux cristaux. Aux incantations. Et au contact avec des extraterrestres chelous. Voilà. Bien. Pourquoi il est important ce R alors ? Alors, pourquoi c'est important ce R ? Bien parce que vous allez très vite vous apercevoir, si vous jouez avec cette géométrie, que l'importance de ce qui se passe en hauteur va devoir aussi se matérialisé sur la base. On continue le même raisonnement toujours. Les compréhensions des oppositions, donc entre l'horizontal et le vertical, le féminin, le masculin, donc la courbe et la ligne droite, etc. C'est vrai qu'il y a une chanson qui commence par « Je bascule à l'horizontale ». Oui, toujours par la même, qui nous donne des messages assez importants en général. Justement, la basculons sur la compréhension de cette base, là vous la voyez, le carré là, donc c'est la vraie base matérielle de la pyramide. Et vous allez vous apercevoir, puisque là c'est déjà tracé, quand même c'est plus facile pour vous, qu'on matérialise une distance qui, elle, vient se formaliser grâce à la superposition de la quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'on a matérialisé la hauteur qui vient tracer ici même la partie circulaire. C'est ce qu'on appelle un rayon, c'est bien R. On est sur 0,5. C'est pour ça que c'est bien écrit R égale 0,5. Donc c'est important. Après on pourrait parler de quelque chose, mais on va vous le laisser en petite graine, chacun fera ce qu'il voudra. Justement, s'il y avait une unité universelle à trouver, nous en tant que terriens, il existe une unité commune à tout le monde, et qui correspond quelque part au mètre, ou à la moitié du mètre. Ça, c'est quelque chose d'important, et ça existe. Voilà. On le dit au passage. Après, on n'en dira pas plus. On reste que sur cette compréhension de preuve. On essaie de rester sur le raisonnable. Voilà, on reste sur ce raisonnable-là. Le point commun est bien 0,5, le rayon. Ça vous laisse en intuition, puisque là on fait du raccourci, on ne va pas développer, il faudrait faire une vidéo de 3 heures, ne serait-ce que pour expliquer précisément la décomposition de la compréhension de l'intelligence qu'il y a dans cet artefact. Mais là on va très vite, on passe les étapes. Par intuition, on va dire que vous comprenez que pour faire quelque chose de régulier, d'équivalent, de stable et d'harmonieux, il faut avoir des équidistances, donc il faut avoir des égalités. Et là on se retrouve avec la question qui se pose, mais comment peut-on composer avec cette figure qui représente un rayon commun, ce R 0,5, comment peut-on composer une géométrie rectiligne à l'intérieur d'un cercle, toujours la même philosophie, avec une unité commune. Et l'unité commune, c'est le rayon. Vous allez vous apercevoir que, oh, par surprise c'est formidable, la seule solution pour faire de l'égalité... Oui, parce que c'est le postulat important de départ. Voilà, avec cette figure qui fait intervenir une mesure qui est le rayon, qui est notre unité, vous l'avez compris, de référence, unité commune, c'est formidable, c'est l'hexagone qui va s'inscrire à l'intérieur de ce cercle et qui va vous déterminer à chaque fois dans une position d'un triangle qui bascule, avec 3 côtés égaux. Il y en a 6, 6 surfaces égales. Oui. Et là, avec cette configuration géométrique, vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir jouer, l'univers et son intelligence va pouvoir jouer, mais d'une façon incroyablement redondante, avec des occurrences extraordinaires, avec pi et phi.
puisque c'était le défi à relever, le challenge de cet artefact, de réunir aussi, avec évidence de calcul, ces fameux nombres transcendants. On l'a dit, pi c'est plutôt facile, dès que vous faites un cercle, puisqu'on est en base 1, vous avez du 3,14, donc ça c'est pas un problème. Mais faire intervenir phi, c'était déjà quand même un tour de force. Et on cherche le masculin. Voilà, on cherche la dynamique du masculin de tout ça. On a dit pour le féminin, on cherche le masculin maintenant. Alors qu'on est à l'opposé de quelque chose qui est caché dans le féminin et qui est révélé dans les lignes droites en masculin, et dans l'inverse de la force énergétique, justement, qui n'apparaît pas en mathématiques avec évidence sur le masculin, donc phi, et qui par contre est évident dans le féminin, puisque 3,14, dès que vous avez un cercle, vous l'avez. Et là, grâce à cette architecture de cet hexagone qui s'inscrit, et qui lui d'ailleurs dessine, même on pourrait le dire, en comprenant les orientations nord-sud, etc., s'il s'agit de re-raisonner en 3D, on voit très bien qu'il apparaît justement une architecture de pyramide, avec un côté ensoleillé, un côté à l'ombre. Ombre et lumière, voilà. Ouais. On joue à tous les niveaux, c'est un truc vraiment de folie. Mais pour comprendre bien quel est le rapport avec cet artefact qui met en évidence le féminin pi et le masculin phi, phi apparaît avec son carré qui est 2,618, que là nous allons retrouver avec 0,2618. La particularité de phi, c'est d'avoir des caractéristiques uniques dans le fait de le décliner dans sa racine carrée, dans son inverse, dans son carré aussi, avec toujours des terminaisons intéressantes qui le font être identifiées en 618, c'est-à-dire 1,618, 0,618 ou 2,618. Après, pour ceux qui ne comprendraient pas la non-importance de la virgule qui se déplace, le décalage, ça, évidemment, on vous laisse à vos problèmes. C'est que ça va venir. Voilà, je crois que ça c'est typique aux zététiciens, et cette problématique est très compréhensible sur du cerveau, on va dire rationnel mathématique ultra-cartésien, qui ne se satisfait pas de la logique d'une suite, et qui voudrait avoir un résultat cohérent avec une expérience comme on les mène en chimie ou en mesure physique, etc. Là, il faut comprendre au-delà de ça. Là, ça fait intervenir une notion qui parle plus en intelligence philosophique statistique qu'en intelligence purement scientifique de vérification. Après, on ne va pas rentrer non plus dans les détails, on mettrait 1 heure de plus là aussi pour expliquer tout ça, mais c'est très logique et très rationnel. Un ultra sceptique mettra en avant que là c'est tiré par les cheveux, etc. Donc si vous en êtes là, laissez tomber ou continuez à faire des tracés avec de la géométrie et comprenez avec la question de base, si vous deviez formaliser un symbole de l'absolu, comment le feriez-vous? Et vous allez voir, il n'y a qu'une solution, et comme par hasard, elle est miraculeuse, et en même temps, elle est philosophique et mathématique. Donc, revenez au départ du postulat. Mais là, on poursuit pour ceux que ça ne gênerait pas, de se dire qu'on va trouver comme formalisation mathématique constatable de dérivée, que c'est quelque chose qui dérive de phi, son carré. Donc, on est à 0,2618, et nous constatons qu'il s'agit de 1/12e de la circonférence pi de ce cercle. 1/12e, normalement, ça vous fait tilt si vous avez une certaine culture sur le zodiaque. Ça fait encore un hasard. Un gros hasard. C'est un hasard phénoménal. Le 12, mais 12 mois dans l'année, et on a un passage sur l'année précessionnelle de 12 constellations. Que de hasard. C'est une pendule céleste qui nous dit où on en est, quelque part. Donc, 0,2618, 1/12e de cette pendule céleste qui se formalise sur cette architecture, vient nous renseigner aussi de quelque chose d'assez extraordinaire. Comme phi est un nombre transcendant, et c'est l'unique nombre qui nous permet de faire la suite de Fibonacci, qui révèle une certaine dynamique de compréhension de la géométrie et donc de l'énergie, on l'a déjà dit. Et une dynamique de vie aussi. Là, nous, on survole très rapidement, mais on met l'accent sur ce qui va faire la clé de compréhension que nous sommes dans la matrice. Et là, il apparaît quelque chose d'assez intéressant également, c'est cette fois-ci le 6e de cette circonférence, qui est, et là on passe à la diapo suivante, 0,5236. 0,5236, c'est le double du carré de phi, c'est le double de 0,2618, et qu'est-ce que c'est 0,5236? C'est la coudée. Comme par hasard. Voilà. C'est étrange. À comprendre quelque chose qui est plutôt essentiel. Ce sont que des bases. Voilà, là c'est le départ. Oui. Voilà. Du coup, vous comprenez bien que la coudée, déjà en Égypte, elle est précise, elle n'est pas aléatoire, et qu'elle est bien le résultat de la figure que nous exposons là, qui fait comprendre que dans cet artefact qui est censé être notre amulette de réveil dans le jeu du relatif, on a joué bel et bien avec les deux constantes transcendantes qui sont pi
et phi, et en plus qu'elles vont s'agencer dans une architecture qui représente aussi, en plus de la philosophie du but du jeu qui est l'amour entre le féminin et le masculin, qui donne aussi des clés spatiales puisqu'on travaille de la géométrie et des distances, et qui donne aussi des clés temporelles puisqu'on s'inscrit dans le zodiaque et on s'inscrit aussi dans l'architecture de quelque chose qu'on verra un petit peu plus tard, qui est là un passage, le Saint Graal comme on dirait à la compréhension, le fameux grand secret de comprendre pourquoi on est dans la matrice. Mais là, intégrer déjà bien ces notions, ces données, cette pyramide avec ses proportions bien précises, celle-ci, elle donne déjà le secret de l'amulette. Hein. Et dans ces bases-là, moi, ça m'évoque deux choses quand on regarde ça. C'est le fait que, comme tu dis, toutes ces concordances d'espace, de temps, de signification, d'astrologie, c'est ça qui fait la preuve. C'est pas une preuve en soi, c'est la concordance des choses. On y viendra après, attention. Qui nous amène à un effet probant. Et face à ça, où on n'aurait que ça pourrait déjà paraître à certains extraordinaire. Face à ça, ce qu'on nous programme, c'est à passer outre tout ça. Je me rappelle à l'école, quand on nous apprenait pi, on nous disait on s'arrête à 3,14 parce que le reste on s'en fout. Et phi, on en fait phi. D'ailleurs. Alors phi, on ne nous l'apprend pas, mais si on applique le même raisonnement à phi, ce que tu disais par rapport à cette constance du 6, 18. Pas que. Non mais c'est un jeu de mots. Excusez-moi. Oui, pas que. Il ne s'appliquerait pas parce qu'on aurait un 61, 2,61, mais on aurait après 0,26. On ne le retrouverait pas. Il faut aller jusqu'à 4 chiffres. Donc on ne s'en fout pas quelque part. Ce qu'on nous donne comme règle, c'est que c'est tellement précis par rapport à l'homme que l'on est. Ça nous invite à devenir nous de plus en plus précis si on veut voir les preuves. Quelqu'un qui n'est pas précis, qui n'est pas curieux et qui ne veut pas aller dans la finesse, il ne peut pas voir les choses comme ça. Et qui ne fait pas de la corrélation cerveau droit, cerveau gauche. Et face à ça, on a le discours des égyptologues officiels qui, face à un pyramidion qui donne le maître, et face à la conceptualisation, la démonstration de la coudée, vont nous dire qu'ils avaient besoin de mesurer leur champ et qu'on prenait un bout de jambe du pharaon. Ouais. Non, on n'est pas dans la précision. Là, on a au moins la démonstration que si on veut comprendre, on doit aller au-delà de ce qu'on nous propose ici. C'est rationnel et c'est un but. Hein. Et ça veut bien dire que le chemin de chacun est personnel, puisque chacun va se dire, est-ce que je suis curieux à ce point-là? Est-ce que j'ai envie de l'être? Est-ce que je suis motivé pour l'être? Parce que tout le monde a les capacités de l'être quelque part. Après, c'est plus une histoire cérébrale, mais de cœur. L'envie, elle vient du cœur, hein, de toute façon. Oui, parce que c'est souvent mal placé de dire c'est cerveau droit, cerveau gauche. Non, là, ce serait même la dissociation de dire est-ce qu'on pense avec le cœur ou avec le cerveau. Oui, voilà. aussi. Si on veut aborder le vrai thème de l'utopie par la philosophie, ce sera plutôt une éthique de cœur. Ouais, c'était ma parenthèse, désolé. Ah non, mais on c'est important de le signaler parce que c'est vrai que c'est cette superposition de compréhensions différentes qui font qu'on arrive au bout du raisonnement. Sinon, on n'y arrive pas. Oui, on ne peut pas atteindre les choses sans dépasser ce qui existe ici et se dépasser soi-même. C'était ça que je voulais dire. Et pour résumer ce qu'on trouve d'intéressant dans cette architecture faite au final, on résume avec un carré masculin, un cercle féminin et une compréhension de succession de triangles équilatéraux qui nous faut une division par 6 l'égalité dans un hexagone. L'objectif de L'égalité départ. tripartite. Hein. Au passage, vous voyez sur cette représentation que on décompose l'hexagone en décalage de 0,5 et là aussi on parle en degré aussi, on pourrait faire des jeux de mots et des jeux de géométrie, mais on ne va pas rentrer là-dedans parce que là aussi une fois de plus on pourrait y passer des heures. Le triangle vert qui lui n'est autre qu'un triangle blanc ou gris qui a fait de la décomposition qu'on vous a mis en évidence. Si vous le décalez de 0,5, lui vous donne le zodiaque Pour 12 tranches. 12 tranches, voilà. Tout à fait. Et lui-même après décomposerait une autre compréhension qui est aussi importante, mais alors on ne peut pas rentrer là-dedans non plus, si on retrouve une architecture de surface non plus divisée par 6 mais par 5 à l'intérieur de cette géométrie. Bon, allez, on va pas... Donc l'amulette nous éclairerait sur... Voilà, sur l'architecture de l'homme, etc. Mais on reprend donc cette architecture avec ce triangle équilatéral en vert, on fait un résumé de la compréhension de cette structure en affirmant, c'est bien réel et c'est bien posé là, que on retrouve à l'intérieur formalisé de la pyramide qui a ses proportions,
le carré du nombre d'or multiplié par 2, donc la coudée, et pour faire plaisir aux zététiciens qui auraient des problèmes avec les décimales et les virgules, on a la coudée divisée par 2, donc ça revient à dire que c'est phi au carré divisé par 10. Tout à fait. Et on est un système décimal, d'ailleurs là aussi, on pourrait dévirer pas mal sur le fait de pourquoi il y a le système décimal et nos 10 doigts. Et nous avons dans cette structure le carré de phi multiplié par 12, donc le zodiaque, qui nous fait la montre céleste et qui nous donne le tour du cadran. Et qui nous donne pi. Oui. On a phi intriqué dans la particule de 12 et qui donne pi. La quadrature du cercle, elle est aussi résolue. Tout à fait. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas 5000 cas qui peuvent contenir toutes ces occurrences. On a également le carré de phi multiplié par 2 qui donne la coudée égyptienne, qui est précise, c'est 0,5236. Et on a évidemment, puisque là on va faire de la soustraction, si vous prenez 0,2618 multiplié par 10, ce qui fait la différence entre 10 et 12, donc entre le zodiaque et un sixième, vous arrivez à 2,618. Qui est le carré de phi. Si on s'explique autrement, là, le cercle jaune détermine la coudée, 0,5236. Si vous soustrayez ce sixième, donc la coudée, de 3,1416, la circonférence, et là c'est magique une fois de plus, vous tombez sur phi au carré. Donc vous voyez bien que des occurrences comme ça, à moi ça fait péter, comme on dirait, le cerveau. Si ça vous étonne pas, si ça vous ravit pas... Oui, mais c'était bien ça le jeu de départ, c'était de se dire de construire une amulette qui serait un message pour l'humanité sur la durabilité, avec un langage universel... compréhensible de partout. Et compréhensible au-delà de nous-mêmes, de notre humanité. De notre humanité, à nous. Oui, donc ça ce sont les données transcendantes qui, pour certains namastés, on va faire plaisir, si on démultiplie cette architecture en superposition combinée, vous donne déjà à travers la Vésica Piscis d'axe à axe de deux cercles qui se composent en succession. Ça représente bien ce qu'est le couple, la fameuse étoile de David aussi, c'est-à-dire un triangle qui pointe vers le haut et un triangle qui pointe vers le bas. Ce sont les deux triangles géométriques équilatéraux qui s'inscrivent dans la Vésica Piscis de la partie commune entre les deux cercles qui s'interpénètrent, dont les axes déterminent la limite de l'extérieur de l'autre. Là aussi, on est toujours dans la philosophie et dans les mathématiques, comprenne qui voudra, et qui formalise en partie commune deux triangles qui s'opposent, une fois de plus, un qui pointe vers le ciel et un qui pointe vers le sol, et qu'on formalise dans l'étoile de David par les deux triangles qui s'interpénètrent. Donc l'étoile à 6 branches, on comprend bien d'où vient cette symbolique qui au final représente quelque chose de fantastique. Tout à fait. C'est le mariage du haut et du bas, c'est le mariage du féminin et du masculin, etc. Cette Vésica Piscis, très importante en travail philosophique et géométrique, on vous le laisse une fois de plus à loisir de bien le creuser, de bien tracer vous-même tout ça et de le comprendre. C'est fondamental dans la compréhension de la transcendance. Nous, on ne vous donne pas des clés extraordinaires. Vous voyez bien que tous ces symboles font partie de l'histoire. On les a partout. Les clés sont données. Voilà, dans les religions, dans les philosophies, etc. Ça veut bien dire que c'est là depuis toujours. C'est à nous à modifier notre propre serrure pour que ces clés, elles s'emboîtent. Et que ça puisse s'ouvrir. Voilà. Tout à fait. Ouvrez votre esprit à cette compréhension. Et là, vous allez vous apercevoir que ça a une pertinence... d'une finesse et d'une grandeur incommensurables, on peut le dire. Pour faire plaisir, j'en reviens à nos amis namastés, vous voyez bien que la fleur de vie, c'est bien l'inscription de cette interpénétration de ces géométries concaténées entre ces carrés qui même deviennent en 3D des cubes, on le voit, et des cercles qui, au final, dessinent la graine, puis la fleur de vie. Et on comprend pourquoi ça s'appelle une fleur de vie. Et voilà, de vie. Et dans toutes ces représentations, c'est pour ça que nous avons jugé utile, quant à nous, de rajouter une architecture, une géométrie qui le formalise, puisque c'est suggéré par les mathématiques philosophiques de cette proportion de pyramide, qui est cette amulette, de nous dire que la représentation en 3D, en réel, de cette architecture, c'est la fameuse pyramide qu'on vous présente sur cette chaîne depuis pas mal de vidéos. C'est la toupie, formalisé en rose et bleu aux couleurs de nos soiegeux et moigeux que nous avons plantés dans les aventures des décors de la série Retour vers le soigeux. Le voilà bien formalisé clairement, la résolution de la quadrature du cercle, du féminin et du masculin en 3D. Et c'est là que votre compréhension doit arriver jusqu'à ce qu'on appelle la conscience de l'incommensurable. C'est de faire le lien avec la matrice
quelle serait la clé de passage de compréhension que nous sommes bien dans une aventure créée par l'absolu, dans ce petit relatif qui nous fait tant de problèmes. En début de vidéo, on a évoqué la chose incompréhensible et assez extraordinaire de se dire mais comment l'univers a pu manifester, soi-disant comme vous pouvez le penser, mettons le hasard, ou cette coordination parfaite de nous mettre le soleil et la Lune avec la même perception de taille. À une distance qui fait que nous, on les perçoit de la même taille. Voilà, et qu'on ait le même raisonnement que nous avons développé en début de vidéo. Et des pyramides, et parce qu'elles y sont, ne vous inventent pas, il y a des pyramides, dont une qui attire l'attention plus que les autres, évidemment. C'est la grande pyramide de Gizeh, c'est Khéops, qui nous donne les mesures, la proportion parfaite pour vous faire comprendre que vous êtes dans le jeu, puisque, et c'est là qu'on va faire le pont, que cette pyramide, avec cette proportion, elle vient, et c'est là que ça devient aussi extraordinaire que la Lune et le Soleil, elle vient se calquer sur la géodésie terrestre. De bien grands mots peut-être qui font peur, mais qui en fait sont largement compréhensibles.